Bonjour et bienvenue sur le plateau de l'émission Trade ou pas Trade, une émission entièrement consacrée à la bourse en général et au trading en particulier. Cette émission est aussi ce qu'on appelle un document à caractère promotionnel, car on y parlera des produits de bourse Société Générale. Alors vous l'avez compris, pour résumer, parler trading avec des traders que je vais vous présenter maintenant. Alors à ma droite, Marc Daguerre, vous êtes responsable fondateur de DT Expert, un bureau d'analyse sur l'analyse technique et sur les produits dérivés, en particulier les turbos. Exactement. Merci d'être avec nous. Bonjour Marc. Merci à vous. Bonjour. Jean-Luc Huyssac, vous êtes fondateur et trader et formateur de l'Institut Perceval Finance. Merci d'être avec nous, Jean-Louis, et bonjour. Dorian Abadi, vous êtes analyste chez Meilleur Taux Placement. Bonjour. Merci d'être avec nous, bonjour. Merci. Et là, Gézékel, vous êtes vendeuse produits de bourse, Société Générale. Merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, on commence tout de suite avec la rubrique On refait la semaine. Maintenant. On refait la semaine avec, pour commencer, Dorian Abadi. Vous allez nous parler de Eramet. Vous êtes intéressé à cette entreprise sur les dernières semaines. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Pour plusieurs raisons. La principale, toujours dans ce contexte de long terme, c'est l'un des fleurons français dans les minerais, grandes minières également présentes dans les métaux. Au niveau des minerais, c'est singulièrement le manganèse et dans une moindre mesure le nickel. C'est une valeur extrêmement volatile, cyclique par essence, et qui a donc connu un parcours boursier en dents de scie ces derniers mois. En réalité, c'est une valeur pour laquelle nos abonnés chez Meilleur Taux Placement sont assez habitués, parce qu'on l'avait déjà recommandé à l'achat dans un premier temps à 62,50 € avec un objectif à 150 €, qui a été atteint d'ailleurs beaucoup plus vite que prévu, respectivement entre mai 2021 et mars 2022. D'accord, on ne le voit pas sur le graphique, c'était précédemment. C'est antérieur. Ouais. Et en fait, donc, au second semestre, on a eu une baisse des cours des matières premières et une explosion qu'on connaît bien sur l'énergie, qui est même le principal intrant pour une minière. C'est-à-dire que quand vous êtes une minière, vous avez besoin d'énormément d'énergie pour extraire les fameux minerais. Et concrètement, fin septembre, on est revenu à l'achat sur le titre, avec un point d'entrée supérieur à 80 €. On distingue principalement trois objectifs. On cherche évidemment à tabler sur un rebond de court, moyen à long terme. Premier objectif, donc 112,50, par extension 124,80. Et le troisième et dernier sur les 148,40. Donc quand on table sur une telle entreprise sur le long terme, en réalité, on se repose principalement sur les besoins de minerais au niveau de l'électrification, notamment dans l'électrique. Pour l'anecdote, d'ailleurs, on a eu hier le Parlement européen qui a enterré la voiture thermique à horizon 2035, c'était attendu. Et donc, en fait, on a des besoins colossaux pour les prochaines années au niveau de la construction, des voitures électriques singulièrement, mais plus largement, même si on n'électrifiait pas le parc automobile, juste au niveau du développement économique des pays émergents, il y a des besoins titanesques. C'est même, pour l'anecdote, assez délirant, la décorrélation totale qu'il y a entre l'offre et la demande. Pour la voiture électrique, sur certains minerais, les projections à horizon 2040, c'est x15, x30, x40 sur la production actuelle. Et Eramet, quand on s'intéresse un peu donc, à son bilan, une société extrêmement bien gérée, mais qui prétend en tout cas avoir sous le pied 40 à 50 années de ressources. Donc vraiment, il y a un potentiel de rebond à court terme, techniquement, qu'on peut amplifier donc, avec l'effet de levier de turbo, mais aussi un potentiel intéressant à long terme. Et certainement plus rapidement qu'on peut le supposer. Et un dernier mot quand même, parce que tout n'est pas rose, c'est une valeur cyclique, donc très volatile, dépendante évidemment de l'évolution du prix de l'énergie et des matières premières. C'est une valeur aussi qui est exposée au risque politique, parce que les principales mines de Eramet sont basées au Gabon, en Argentine et en Indonésie, donc des pays où la situation politique et fiscale peut évoluer du jour au lendemain pour grossir le trait. Et voilà, et encore une fois, cet intrant essentiel qui est celui de l'énergie. Donc le rebond a commencé. Je rappelle, on est rentré à 80, aujourd'hui on est autour des 106 et on pense qu'il y a encore du potentiel tant sur le court que sur le long terme. Vous parliez des ressources et des matières premières. Marc, lui, s'est intéressé au gaz naturel. Oui, tout à fait. J'allais le dire qu'on était resté dans le domaine des matières premières. Là, j'ai voulu revenir sur quelque chose qu'on avait vu ensemble lorsque j'étais passé en plateau il y a un mois environ. Oui, vous aviez déjà pris position sur le gaz naturel. Absolument. On s'était positionné pour jouer plutôt le biais qu'on sentait baissier. On a ici techniquement une configuration qui est assez révélatrice chez nous, analyse technique, c'est-à-dire cette espèce, vous voyez, de sous-coupe de baisse, de ce qu'on appelle nous un rounding top, pardon, où on voit que les cours...
Ce qu'on voit sur le graphique, Oui, c'est-à-dire... c'est à la fin de la théorie de dos, vous voyez, les plus hauts sont de moins en moins hauts finalement, le momentum haussier commence à diminuer, on sent que les cours sont en train de, sinon de faiblir, en tout cas que la lutte entre les acheteurs et les vendeurs est plus importante, et finalement il y a une sorte de craquage avec des supports qui sont finalement enfoncés et qui entraîne une accélération baissière assez propre. Et c'est intéressant aussi de revenir là-dessus pour nous parce que j'ai écouté ce que disait Dorian, c'est très intéressant parce que voilà, il a avancé énormément de données fondamentales qui sont très justes, très propres, et on voit que finalement le fondamental et le technique sont des choses qui peuvent être tout à fait complémentaires, qu'il n'y a pas de vérité absolue en bourse. Et on pourrait se dire, bon, est-ce qu'avec ce qui se passe, est-ce que l'énergie, ça ne va pas à nouveau reprendre? Est-ce qu'on ne va pas rentrer à nouveau? On est toujours dans un conflit géopolitique qui n'est pas encore totalement terminé. Pour autant, on a un biais baissier qui a été véritablement avéré, puisqu'on est aujourd'hui, je pense, sous les 2,5. C'est-à-dire que notre objectif de 3,59 a été largement atteint. Donc, effectivement, on avait envie de revenir sur ce... C'est à quel horizon l'objectif de 3,59 ? En fait, là aujourd'hui, on est déjà en dessous. Hein. Et c'était, je pense qu'on s'était vu il y a un mois à peu près. Donc on était à 5,6, 5,7. Et on est arrivé à 2,5, oui. Donc c'est descendu assez vite. Alors en fait. sortons de l'énergie là pour un instant. C'est vrai que c'est très important, hein, les coûts de production, etc. Pour aller plutôt vers l'indice CAC 40, votre indice de prédilection, Jean-Louis, il ne veut pas baisser. On reste sur des niveaux très élevés, malgré un environnement, vous allez nous l'expliquer, qui est quand même pas forcément l'environnement géopolitique n'est pas bon. Les relations entre la Chine et les USA se détériorent avec l'histoire du ballon. Donc les statistiques économiques sont toujours fortes, c'est-à-dire qu'on ne semble pas aller vers une désinflation telle qu'elle était imaginée il y a encore quelques semaines. Et les banquiers centraux ont dit qu'ils allaient prendre des décisions sur la politique monétaire en fonction des statistiques, ce qui amène une spéculation extrêmement importante sur les marchés. Moi, je trouve que là, on atteint des niveaux de spéculation assez forts via les options. Hein. Vous savez qu'aux États-Unis, sur l'S&P 500, vous avez des options tous les jours. C'est les volumes qui... on voit sur les volumes, oui, et puis sur les mouvements que ça amène, si vous voulez, parce que si vous achetez une option, vous pouvez par exemple vendre le contrat à terme, etc. Vous êtes protégé, donc on voit qu'il y a beaucoup d'intérêt spéculatif sur ces marchés. Alors maintenant, il est difficile... Vous avez des signaux qui invalideraient cette résistance de l'indice ? Ben non, justement, pour l'instant... Non, mais des niveaux techniques, je veux dire. Ah ben c'est 6 000... Alors, oui, alors 6 950, j'ai pas changé. 950. C'est le niveau à partir duquel moi j'envoie des warnings, si vous voulez, en disant voilà, j'arrête d'acheter, sauf bon cas particulier, mais j'arrête d'acheter des indices globalement et j'adopte une position plutôt neutre sur le marché. Donc, comment vous l'avez défini ce niveau de 6950 ? Alors, je l'ai défini il y a déjà un certain temps. Là, on voit qu'il se matérialise davantage dans le graphique que vous voyez là. Vous avez une période comme ça de 22 jours, on a quand même du mal à avancer. En règle générale, enfin, globalement, si vous voulez, quand vous avez un marché qui casse un plus bas sur, on va dire, 28 jours, entre 20 et 28 jours, ça envoie un signal de doute fort et de possible retournement de tendance. Bon, il y a d'autres Est-ce que la réciproque est vraie ? C'est-à-dire que s'il casse une résistance, c'est la même chose. Ouais, on avait travaillé dans les années 90 sur justement des statistiques comme ça, et on avait vu qu'à la hausse, c'était 18 jours, et à la baisse, c'était 23 jours. Ça, c'est intéressant. Vous avez mouliné Ouais, on avait mouliné. À l'époque, c'était avec des PC, je me souviens... Il fallait des sacrées machines à l'époque. C'était des trucs on va pas faire les vieux combattants. Et non, mais c'était intéressant parce que les indices se mettaient à la baisse sur une période plus longue. Il fallait plus de jours de baisse pour casser une tendance. Et après, la baisse va plus vite que la hausse. Et inversement, ça allait plus vite pour déclencher la hausse. Mais évidemment, la hausse est beaucoup plus graduel. Oui. Voilà, très intéressant. Donc là, on ne bouge pas, la tendance reste la même si la cassure des 6950 n'est pas enfoncée. C'est ça. Et la prochaine fois qu'on se voit, eh bien, on regardera justement. On fera le constat. Comptez si sur ce nous. 6950 est cassé ou pas et comment le marché va se comporter avec, je vous dis, beaucoup d'intérêt spéculatif. Hein, une difficulté à trouver des relais de conviction. Est-ce qu'on a le même phénomène sur les autres indices, alors européens ou américains ? En Europe, l'Eurostoxx, c'est pareil que le CAC. C'est la même chose. Le DAX aussi. Alors,
Aux États-Unis, c'est un peu différent. Si vous voulez. C'est vrai que le SPI a sous-performé. Et donc, peut-être que c'est là qu'il y a du relais. D'ailleurs, c'est pour ça. On refait la séance, on en a parlé la dernière fois. La dernière fois, j'avais proposé Microsoft parce que justement, je manquais d'idées sur les grosses valeurs européennes. Et donc, Microsoft, d'ailleurs, qui a cassé les 246, c'est un signal d'impulsion. Et elle est aujourd'hui à 275. Dans les 18 jours. Ah ben ça c'est fait. Bon, regardez, je ne suis pas le nombre de jours, mais c'est un peu nerveux les États-Unis, un peu plus nerveux. Merci beaucoup Jean-Louis, merci Dorian, merci Marc. On va passer à la rubrique Le Zoom sur. Le Zoom sur avec Léa Gézéquel, vendeuse produits de bourse Société Générale, qui va nous parler des différences du match entre les futurs et les turbos. Léa, c'est à vous. Oui, merci beaucoup. Alors, il y a quelques numéros, on avait parlé dans cette émission des différences entre les varants et les options. Donc, on va poursuivre sur cette lancée un petit peu finalement produits qui sont faits pour les particuliers avertis versus produits professionnels. Quelles sont les différences? Donc, aujourd'hui, turbo versus futur. Ces deux produits ont le même objectif, c'est-à-dire avoir une exposition linéaire aux variations du sous-jacent, mais avec de l'effet de levier. Donc c'est uniquement le cours du sous-jacent qui va déterminer le calcul du futur ou du turbo, mais avec un effet de levier qu'on va choisir. Donc ces produits ont le même objectif, mais pourtant ils ont des différences qui sont très importantes à maîtriser pour savoir vers quel produit s'orienter. Tout d'abord, leur origine. Donc les turbos sont émis par un établissement bancaire, en l'occurrence ici on parle des turbos Société Générale, quand les futurs sont animés par une place de marché. Donc c'est pas du tout la même origine, le même fondement. Animé ou proposé, parce que l'animation des courses, c'est des market makers, c'est des teneurs de marché. Exactement, mais leur origine est la place de marché. Ensuite, la liquidité. Quand on est sur un turbo, la liquidité est assurée par son émetteur, et donc à tout moment, dans des conditions normales de marché, vous pouvez acheter ou revendre le produit. Vous n'avez pas besoin d'attendre son échéance ou d'attendre qu'il y ait suffisamment d'intérêt sur la valeur. Contrairement aux futurs, qui eux sont complètement dépendants de l'intérêt qu'on peut avoir sur le marché professionnel entre les acheteurs et les vendeurs. Donc parfois ça peut être très liquide, à d'autres moments ça peut l'être beaucoup moins. L'accès à ces produits est aussi très différent, puisqu'aujourd'hui tous les courtiers globalement proposent l'accès aux produits de bourse, qui sont référencés notamment sur la Bourse de Paris, alors que sur les futurs, l'accès peut être très différent en fonction de l'intermédiaire financier que vous utilisez. Vous pouvez ne pas avoir du tout cet accès chez votre intermédiaire. Les produits de bourse sont à 0 € de frais de courtage chez Boursorama. Tout à fait. On en parlera un peu plus tard, mais les conditions tarifaires sont effectivement très différentes. Ensuite, le spread des produits. Donc le spread, je rappelle, pour les néophytes, c'est l'écart entre le cours acheteur et le cours vendeur. Il est très standardisé pour les turbos. Il l'est beaucoup moins sur les futurs, puisque ça va dépendre là aussi de l'offre et la demande qu'il va y avoir sur ce type de produit. La taille de contrat aussi est un élément de décision important, puisque les turbos, vous pouvez les acheter à l'unité pour des coûts très faibles. Ça peut aller de quelques dizaines de centimes d'euros à quelques dizaines d'euros. Sur les futurs, on parle plus de quelques milliers d'euros, donc ce n'est pas le même type de portefeuille. C'est la caractéristique principale qui les différencie entre les deux. C'est-à-dire que vous avez d'un côté un produit qui est facile d'accès et avec une prime assez faible, alors que le futur, c'est quand même tout de suite 40 000 euros. Disons que c'est accessible à beaucoup plus de portefeuilles. Il y a aussi un élément très important, c'est la maturité. Sur les turbos, vous pouvez faire le choix d'investir bien sûr sur un turbo avec une maturité, mais vous pouvez aussi avoir des turbos qui sont illimités. Il y a 4 types de turbos différents, on ne va pas rentrer dedans, mais 4 familles de turbos sans maturité. Donc pour des gens qui ont des convictions qui peuvent soit se prolonger, soit qui sont plutôt long terme à la base, sur un futur, vous allez forcément avoir une échéance, ce qui veut dire que si vous voulez prolonger votre position, il va falloir que vous reliez votre position, que vous la rouliez sur un contrat supérieur, ce qui potentiellement, bien sûr, peut engendrer des frais et des démarches, alors que sur des turbos illimités, vous avez, entre guillemets, le temps dans votre conviction, puisqu'il n'y a pas de maturité définie sur ces produits. Les sous-jacents aussi, c'est une différence très importante. Chez Société Générale, on propose plus de 800 sous-jacents qui sont répartis entre les actions, les indices, les taux, les devises. Donc vous avez vraiment énormément de choix sur les supports d'investissement, alors que sur les futurs, globalement, vous n'avez que les indices et les matières premières. Donc là aussi, ce n'est pas le même spectre d'investissement. Sur les actions, je rappelle qu'il y a des actions américaines, par exemple. Exactement, européennes, suisses, enfin tout type d'origine. Le risque aussi est très différent, et ça c'est un point majeur qu'il faut bien avoir en tête, c'est que sur les turbos, le risque maximum, c'est l'intégralité du capital que vous avez investi. Alors c'est déjà un scénario relativement catastrophe, on est d'accord, mais sur les futurs, vous avez un système d'appel de marge en fait, pour pouvoir continuer à investir quand vous êtes entre guillemets en tort sur votre scénario d'investissement, et ces appels de marge peuvent aboutir à une perte qui va au-delà du capital que vous avez investi. Donc là aussi, vous êtes sur un risque qui est bien plus important.
Et enfin, les coûts. Attention, comparez les frais. Vous avez beaucoup de courtiers, notamment Boursorama avec l'offre Bourso Markets qui vous propose d'investir pour 0 € de frais de courtage sur les produits de bourse. Ce n'est pas le cas sur les futurs. On rappelle que les produits de bourse présentent un risque de perte en capital. Tout à fait. Comme les futurs, en cours de vie et à l'échéance. Merci beaucoup Léa, c'était très intéressant. Maintenant, on va passer à la rubrique « Le coup de cœur des traders ». Le coup de cœur des traders, vous connaissez le principe, chacun de nos invités a 1 minute pour convaincre les deux autres. Les deux autres diront s'ils sont d'accord ou pas avec leur petite raquette de ping-pong verte ou rouge, pour dire s'ils sont d'accord ou pas sur le scénario qui leur est présenté. 1 minute pour convaincre, c'est le coup de cœur des traders. On va commencer par Dorian Abadi. Dorian, allez-y, on va mettre le chronomètre, c'est bon, j'ai les 60 secondes qui apparaissent sur l'écran. 3, 2, 1, c'est à vous. Téléperformance, pour 2 raisons principales, on le voit très nettement sur le graphique. Fleuron français, injustement massacré le 10 novembre dernier, après une enquête du ministère du Travail colombien sur des soupçons de pratiques envers les salariés locaux du groupe vis-à-vis de la modération de contenu très sensible. Bref, c'est une activité relativement marginale pour le groupe, une épine dans le pied qui a été récemment retirée. Et donc, quelques jours après, quelques séances après, on a tablé sur un rebond qui était déjà amorcé, en investissant sur les 235 €, plusieurs objectifs, 255, pas incroyable puisqu'on est dessus, donc déjà un niveau atteint. Par extension, on a les 276, 298, sur le long terme, 333 €. Ce premier objectif à 276 peut bien sûr être amplifié par l'effet de levier du turbo. Et globalement, voilà, on a déjà eu une très belle amorce de rebond. On pense qu'il y a encore un peu de potentiel, que ce soit pour du court, moyen ou long terme. Parfait, vous êtes parfaitement en ligne avec les 60 secondes qui vous étaient attribuées. On va maintenant interroger Jean-Louis et Marc pour savoir s'ils sont d'accord ou pas. Ah, il y en a un qui hésite là. Ouais. Alors, on ne va pas commencer par vous, on va commencer par Jean-Louis. Alors, déjà, je n'ai pas compris si j'achetais ou pas là. On achète, bien sûr. Tu as des objectifs supérieurs à la cotation actuelle. Donc j'achète à 260. Tu peux le faire aujourd'hui. Tu vas avoir un premier potentiel limité à 276. C'est cher aujourd'hui. Idéalement, notre prix, 235. Okay, si jamais bien. Mais oui, tu achètes. Voilà, ok, c'est ça l'idée. Non. Non, pourquoi? Parce que ça a beaucoup, le cours a beaucoup progressé. J'ai pas, dans la configuration de marché, un stop loss proche. On le met toujours en dessous de notre prix d'entrée. Je n'ai pas eu le temps de l'évoquer, mais effectivement, en dessous des 235, on invalide le scénario. Ce qui peut-être est trompeur sur la capture d'écran, c'est qu'on est ça fait loin déjà. Pas tant que ça par rapport aux objectifs évoqués. 260, 230, ça fait plus de 10%. Tu es très loin surtout des plus hauts. Ouais, voilà. Il y a quand même quelque chose un peu de cassé chez Téléperformance. Moi, c'est vrai que dans la grande descente, là, j'ai acheté pas très bien à 195. Le lendemain, j'avais encore un peu peur et je me posais beaucoup de questions. C'est vrai que ça a été un événement mais violent. Oui. On a eu 20% où pourtant 30, la direction 30, a réagi très vite, très bien. Il n'y avait rien à dire. Ouais. Mais elle a mis 3 jours à vraiment redécoller. Et c'est le 4e qu'elle est repartie, on va dire, au-dessus des 200. Bon, là, moi, ce que je trouve, c'est que j'ai l'impression que, si vous voulez, et on est tous dans ce cas-là, on manque d'idées fortes, je trouve, et on prend le risque d'acheter des valeurs trop chères. Voilà. Donc je pense qu'elle est trop haute, trop chère, et que c'est pas maintenant qu'il faut l'acheter. Peut-être qu'en effet, si elle baisse vers 230 et quelques, 233, pourquoi pas? Parce que là, graphiquement, il y a quelque chose, en effet. Mais là, aujourd'hui, la réponse est non, donc. Très bien. Marc? Je vais être un peu plus nuancé. J'étais assez d'accord avec Dorian en général. C'était une valeur sur laquelle j'avais envie de revenir, mais sur laquelle ça a été un peu compliqué pour d'autres raisons. Et techniquement, moi, là, je vois un potentiel aussi à très court terme, mais qui n'est pas aussi important que ce qui était annoncé. Je pense que le vrai point d'entrée pour aller aussi haut sera un peu plus bas. Voilà. Donc dans le directionnel en plus long terme, je suis assez d'accord. Dans le timing d'intervention, j'aurais peut-être attendu un petit peu. Voilà. Très bien. Une réponse? Je rejoins le fait que ce soit au prix actuel un peu cher, vu que le premier objectif est à 276. Si effectivement on a ce retour sur point d'entrée à 235, moi je sais que je vais renforcer
Graphiquement, il y a peut-être quelque chose à 250 aussi? C'est un niveau rond, c'est un niveau psychologique. De mon point de vue, c'est pas forcément un gros niveau technique comme peut l'être justement celui des 230, 235. D'accord. Et au-delà du court terme, pour moi, le potentiel technique nous fait, même sur le moyen et le long terme, revenir au-dessus des 300 € sur cette pépite française. Très bien. Agressif, c'est 245, c'est l'épaule du mois d'octobre, le petit point bas du mois d'octobre. Ah oui, je vois. Très bien. Marc, c'est à vous. On va préparer le chronomètre. Oui, attention, je vous ai surpris. Non, pas du tout. Ah non, j'ai toujours été dans la minute, moi. C'est bon, je pas de... Parfait. Alors, 3, 2, 1, c'est parti. Marc, vous allez nous parler de Carrefour. Oui, je vais vous parler de Carrefour. Alors, en amont, parce que je pense que j'aurai le temps, on a écouté ce que disait Jean-Louis sur le CAC tout à l'heure. On voit qu'on est tous en train de se demander... quel est le potentiel de hausse, et je pense que nous, traders qui avons un peu l'habitude, on est dans ce qu'on appelle une période de stock picking, où on peut avoir des valeurs qui baissent, d'autres qui montent. On n'est pas dans une tendance globale de marché, où on va avoir un mouvement haussier global ou un mouvement baissier. On a décidé, nous, de se positionner sur Carrefour à la baisse. Ça rejoint un peu ce que je vous disais sur la configuration qu'on avait sur le gaz naturel. Alors là, c'est pas exactement la même, mais on voit que Carrefour a du mal à vraiment repartir, à retrouver un momentum haussier. On a, nous, un niveau qu'on appelle un overlap qui avait été légèrement dépassé. Vous voyez, au niveau des épaules, là, ce qu'on appelle les épaules, on a une formation qui pourrait être une épaule tête-épaule. Évidemment, la validation d'une telle figure doit passer par la cassure de la ligne de coup, mais nous, on a l'habitude d'anticiper un peu parfois certains mouvements, parce que dans le timing d'entrée, en termes de ce qu'on appelle le risk-reward, on a un objectif d'entrée qui est quand même proche de notre stop, puisque le stop va se trouver au niveau des épaules. Et par la suite... Ah, pardon, j'ai perdu. C'est fini, voilà. C'est fini. Bon, très bien. Mais on a compris l'idée, je crois. On a compris l'idée. Dorian, Jean-Louis, qu'est-ce que vous en pensez? Nope. Pour au moins... Ah là là là. Allez, c'est parti. Dorian, dites-moi. Pour 3 raisons principales, technique, fonda et structurelle. La technique, tu l'as dit, il y a visiblement donc une épaule, tête-épaule en cours de formation. Tu l'as dit aussi, il faut attendre normalement la ligne de couche. Je trouve que c'est très prématuré de l'anticiper à ce stade. La fonda, c'est les résultats exceptionnels qui ont été publiés hier au titre de 2022. Je crois qu'on a un résultat net à plus 7,5% sur un an. Malgré la crise, malgré l'inflation, résultat record pour Carrefour. Pour la grande distribution, un plus 7, c'est... Plus 7,5 pour Carrefour sur le résultat net en 2022, à 1,21 milliard. Résultat exceptionnel. À l'ouverture, conséquence directe, ce matin, elle prend 5 ou 6%. Je me demande même si, graphiquement, ça ne remet pas en cause justement la construction de cette ETE. Et la structurelle... ETE, épaule, pardon, c'est pour nos téléspectateurs. Et la structurelle, enfin, c'est que c'est une valeur défensive. Alors, on est, en gros, au moment où on enregistre, à 1,5 ou 2% du record historique du CAC. Donc on peut craindre ou espérer, peu importe, que le CAC baisse dans les prochaines semaines. Imaginons qu'il baisse de 10%. Une défensive comme ça va, du fait de son bêta, perdre peut-être que 5 ou 6%. Donc je trouve que c'est très risqué pour un potentiel de gain limité. Il y a mieux à faire ailleurs. Si on veut shorter le marché, si on veut investir à la baisse. Et donc, vous repartez avec votre valise, là. Ah non, mais moi, ça me va très bien. Ça très bien, parce que je reviendrai avec la même valise. Droit de réponse. Je vais le faire après. Jean-Louis, je vous fais confiance. C'était pareil, en fait, je trouve que c'est un petit peu tarabiscoté d'aller chercher une rupture dans cette zone. Moi, j'aime les situations simples, claires, nettes. Aujourd'hui, on n'est pas dans la recherche absolue de vouloir faire quelque chose, on est... dans le doute, dans la difficulté de ce marché qui a beaucoup monté, de valeurs en effet qui ont sous-performé. Alors, est-ce que c'est pas une recovery aussi? Est-ce qu'elle va pas repartir, etc. Je trouve qu'il y a mieux à faire ailleurs. C'est pas que j'ai pas envie de jouer le short, même si j'ai pas trop envie. C'est que je n'ai pas envie de prendre ce risque qui me semble pas rapport risque-bénéfice, pas bon. Donc là-dessus, moi je préfère ne rien faire et attendre, voir si en effet ça sort par le haut ou alors par le bas, de l'épaule tête-épaule. Je trouve que la configuration n'est pas excellente sur le plan technique. Vous restez à l'écart. Marc, droit de réponse. Alors là, allez-y, parce que... Ah non, pas du tout. Non, moi, je laisserai le marché donner sa réponse. Juste, je vais revenir sur une chose que Dorian a dite. Alors, j'ai entendu donner beaucoup d'arguments. Il y a 2 choses. Moi, Carrefour, ça fait longtemps que je la suis, cette valeur. Et à chaque fois qu'on croit qu'elle va avoir du potentiel, elle est dans un trend vraiment très mou, baissier, de très long terme. Et même malgré des résultats, des nouvelles, etc., elle n'a jamais réussi à reprendre le dessus, d'une part. Ensuite, les résultats en bourse, et ça, Dorian, je suis désolé, mais on le sait depuis longtemps, enfin moi en tout cas, je l'ai perçu, ce sont des impacts qui sont très
ponctuel, en fait. C'est-à-dire qu'on peut prendre 8% en 2 jours ou perdre 8% en 2 jours, mais le troisième jour, quatrième jour, ça n'a plus aucun impact. Le reste reprend le dessus. Donc effectivement, les résultats étaient bons. Et d'ailleurs, quand j'ai envoyé ma réponse à Léa, je ne savais pas encore les résultats, donc j'avais pris un risque, puisque il y a eu le délai. Mais malgré tout, je continue de penser, tant qu'on n'est pas passé au-dessus de mes niveaux de stop, qu'il y aura un potentiel baissier. Et on verra la prochaine fois que je viendrai vous voir qui a eu raison. C'est intéressant ce que vous dites sur l'impact des résultats. Donc pour vous, c'est spontané, ponctuel. Oui, j'ai sorti un article. Il peut y avoir, ça c'est très intéressant. Il y a 2 choses qu'il faut vraiment savoir pour ceux qui nous écoutent sur les résultats. D'abord, le marché price le consensus. Parce que parfois, j'ai des clients un peu, j'allais dire, moins éduqués qui me disent je ne comprends pas, les résultats sont catastrophiques, le titre prend 2%. Bon, on attendait qu'ils soient extrêmement catastrophiques. Ou inversement, les résultats sont très bons, le titre perd 2%. Oui, mais on attendait à ce qu'ils soient excellents. Bon. Donc déjà, il faut savoir ça. Il ne faut pas avoir le réflexe de dire les résultats sont bons, je vais acheter la boîte, d'une part. Et d'autre part, de ce que j'ai vu, moi, régulièrement, j'ai vu parfois des résultats phénoménaux, même sur des entreprises comme Apple, etc., qui ont un impact très concret et très court terme, en fait, 1-2 jours. Et je pense que demain, par exemple, si on regarde l'ouverture de Carrefour, je ne suis pas persuadé qu'elle reprenne 3% encore une nouvelle fois. Très intéressant. On va passer à Jean-Louis maintenant. Jean-Louis, vous allez nous parler de Korian. Oui. Et attendez, on va mettre le chronomètre et puis c'est parti. Merci beaucoup Marc. 3, 2, 1, c'est à vous Jean-Louis. Donc Korian, prise en charge de personnes dépendantes, il se développe en Espagne pas mal dans tout ce qui est mental. Alors là, je vous parlais de situation simple. Pour moi, c'est une situation simple. On est sur une zone support. Alors le secteur avec Orpea est complètement massacré. Ça spécule sur Orpea d'une manière incroyable, on pourrait en faire une émission d'ailleurs, dans l'attente de l'augmentation de capital. Là, c'est quand même une boîte qui est bien gérée, un peu comme Elena, le Noblage, et vous voyez, si vous voulez, qu'il y a une zone d'achat potentielle avec comme repère de rupture du scénario quelque chose de simple, c'est la zone basse, qui est très proche du court côté. Voilà. Donc, dans l'idée d'aller chercher quelque chose, j'ai préféré prendre une valeur comme ça, qui a un rendement de 3-4%. Et comme c'est volatile, il y a 17% de potentiel de hausse sur le premier objectif. Stop. Merci beaucoup Jean-Louis, c'est très clair, c'est simple comme vous le dites. Alors, on va voir si nos camarades sont d'accord avec vous. Alors, nous avons un stop ici et nous avons un go ici. Dorian, la parole est à vous. C'est pas cher, c'est sûr. Moi, tant que le secteur n'est pas complètement purgé de l'affaire Orpea, j'en reste extrêmement éloigné. J'aime bien dire que j'attrape pas un couteau quand il tombe. Alors certes, on est sur un support, mais je crains qu'il y ait à nouveau une dégringolade de l'ensemble du secteur, Orpea, Korian et les autres concurrents cotés au niveau européen. C'est une position, et on est là pour ça, évidemment spéculative. Je comprends bien l'argument technique et le potentiel, mais je préfère rester clairement à l'écart tant que c'est pas clarifié. Ouais. Marc. Oui, alors en termes de stratégie d'investissement, d'un point de vue fondamental, c'est très compliqué de se positionner sur ce secteur. On a cru Orpea mort et finalement, apparemment, l'État va intervenir d'une certaine manière. Donc ça va certainement relancer la machine d'une certaine manière. Et là, en tout cas, d'un point de vue stratégique, je trouve qu'on est sur des niveaux qui sont intéressants. Jean-Louis a identifié un support. Je ne dis pas qu'il aura forcément raison, mais je dis qu'en termes, nous, ce qu'on fait dans notre métier, c'est trouver des points d'entrée qui sont intelligents. Ce n'est pas forcément qu'on va avoir raison. Le marché a toujours raison, de toute façon, ce serait trop simple. Mais je pense que le potentiel là, de gain par rapport au niveau de stock qui n'est pas très éloigné, un peu comme ce que j'avais vu moi sur Carrefour, dans l'autre sens, je pense qu'il est intéressant et que ça ne me semble pas complètement aberrant. On verra par la suite ce que peut donner le secteur en général, comme l'a dit Dorian, qui est quand même assez touchy en ce moment, mais je crois que graphiquement parlant, c'est quelque chose qui me semble sensé. Voilà. Jean-Louis, un petit élément de réponse oui, sur mais en fait, secteur, sur le fait de se positionner sur ce secteur-là. Sur le secteur, l'affaire Orpea, elle dure depuis des mois et des mois maintenant, donc c'est compliqué. Marseille, maintenant, ils ont trouvé des solutions, mais après, l'augmentation de capital va se faire dans quelques mois même, je crois que c'est pas tout de suite. Ouais. Et le cours théorique, je sais pas, on avait calculé 20 centimes, 30 centimes, enfin 16 milliards de titres, enfin une histoire de fou. Mais là, si vous voulez, l'idée, c'est d'avoir une conviction sur une valeur dans un secteur. Donc c'est sûr que si le CAC 40 dévisse, si l'ambiance générale tourne un peu au vinaigre, peut-être qu'on passera par une phase de baisse supplémentaire, c'est possible. N'empêche que dans le secteur, c'est une bonne valeur.
et elle offre un rendement correct, donc c'est déjà quelque chose, une bouée en fait à laquelle se raccrocher. Je pense qu'on peut avoir la conviction de la garder en portefeuille. C'est dans des phases comme ça de dépréciation forte qu'on peut rentrer, et puis on n'est pas obligé de déclencher le stop, on peut la mettre de côté et la laisser vivre et en effet profiter de la sortie qui se fera vers le haut du secteur, dans l'ensemble du secteur, qui a déjà quand même pris, il faut le dire, pas mal, beaucoup de dispositions sur lesquelles ils avaient été beaucoup critiqués, etc. Donc, moi, voilà. Alors, par contre, c'est pas du market timing, si vous voulez. Microsoft, je disais 246 achat stop, ça veut dire que c'était le signal d'une impulsion. Ça a marché. C'est vrai que toutes les valeurs, souvent qu'on donnait comme ça sur des niveaux, des machins, qui étaient en train de baisser, ça marchait pas forcément parce que justement, il n'y avait pas le market timing, il n'y avait pas le moment où la valeur était en train de remonter. Donc là, on peut aussi attendre ce momentum et essayer de le définir. Mais ça va peut-être être la rupture par le haut du dernier... Des 10,97 là. Oui, par exemple, mais oui, ça l'a fait payer 10%. En momentum, accélération en français. Et donc, moi je pense que c'est raisonnable si on cherche un support dans le secteur, défensif quand même, bon, il va finir par l'être, même s'il est très spéculatif en ce moment. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai proposé cette valeur. Très intéressant. Merci beaucoup Jean-Louis. Maintenant, on va passer à la rubrique « À vos marques ». Rubrique à vos marques, le quiz, sur les indices cette fois. Alors un peu de discipline, là, je vois que vous êtes un peu... ça vous amuse cette rubrique, là, vous êtes en train d'être un peu dissipé. Alors on va commencer, Léa, c'est sur les indices cette fois? Oui, tout à fait. Alors on a des spécialistes des indices, là, on va voir s'ils sont forts. Vous les connaissez, mais un petit rappel ne vous fait jamais de mal. Donc on attend que j'ai fini d'énoncer les réponses possibles avant de buzzer. Première question, on y va. Jean-Louis, votre buzzer, mettez-le sur la table. Voilà. Parce que là, vous avez une technique particulière. Bon, on est un peu dissipé là. Allez-y, Léa. Allez, on envoie la première question. Quel indice européen n'est pas composé de 40 entreprises? Petit A, le CAC. Petit 2, le DAX. Petit 3, l'AEX. Tout le monde le sait. Moi, je crois que c'est un point pour tout C'est le monde. L'AEX. Effectivement. Bon. Il y avait un piège qui apparemment vous fait tous bien rire, mais peut-être que nos téléspectateurs sont tombés dedans. Le DAX, jusqu'en 2021, était composé de 30 valeurs. C'était le DAX 30, mais depuis 2021, ce n'est plus le DAX 30, c'est juste le DAX, mais il comprend 40 valeurs, tandis que l'indice hollandais, l'AEX, n'est composé que de 25 valeurs. Un point pour Dorian. Non, pour tout le monde. Non, pas pour tout le monde. Ah non, je ne suis pas d'accord. J'ai entendu la sonnette de Dorian en premier. C'est pas une question de 0, culture, c'est une question de rapidité. Ouais, je vous demande de vous taire. Il entend mieux Dorian. Moi, je savais que j'étais désavantagé. Je vous demande de vous arrêter. Deuxième question. Est-ce qu'il peut citer les 25 valeurs de l'AEX? Bien sûr, mais tout à l'heure, hors antenne. Deuxième question. Quel est le plus vieil indice au monde? Est-ce le FTSE, le Nikkei ou le Dow Jones? Marc. Le Dow Jones. Effectivement, c'est le plus vieil indice au monde, créé en 1896 par deux journalistes du Wall Street Financial News, Charles Dow et Edward Jones. Et le Dow Jones a la particularité d'être calculé sur une moyenne arithmétique des valeurs des actions qui le composent. Méthodologie controversée par rapport aux autres indices mondiaux. Alors que le DAX... On verra sur la prochaine question, merci. Un point pour Dorian, un point pour Marc, 0 pour Jean-Louis. Troisième question. Comment est calculée la pondération des entreprises du CAC 40 ? Est-ce proportionnellement à la capitalisation boursière, proportionnellement au nombre d'actions qui le composent ou proportionnellement au prix de l'action ? C'est Marc. Petit 1, proportionnellement à la capitalisation boursière. Oui, effectivement, le CAC 40, comme de nombreux indices, est calculé avec la capitalisation boursière. Je vois Jean-Louis qui hoche la tête. Il y a néanmoins deux autres éléments à prendre en compte, en plus de la capitalisation qui est le socle. C'est le flottant. Oui. Le flottant. Voilà. C'est pour ça que je n'ai pas répondu, moi. Parce qu'il n'y avait aucune des vraies... Pour moi, il n'y avait pas de... Je suis assez d'accord avec Jean-Louis. Mais par rapport à ces trois... C'est des éléments additionnels. La base reste quand même la capitalisation boursière des entreprises. C'est le premier critère de choix. Mais à ce critère se rajoute le flottant. Donc le flottant, pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas familiers avec cette notion, c'est en fait le nombre d'actions qui sont vraiment librement échangeables tout de suite dans le marché. Donc c'est hors participation étatique ou familiale. Et en plus de ce flottant qui doit être important,
On a aussi les volumes d'échange qui sont le dernier critère d'intégration au CAC 40. Eh ben, peut-être un petit malentendu sur proportionnement au nombre d'actions en circulation, même si... la capitalisation, c'est le nombre d'actions en circulation multiplié par le cours de l'action. Très bien, écoutez, Marc a répondu correctement, c'est bien ça? Tout à fait. 2 points pour Marc, 1 point pour Dorian. Et on retient votre juste. Non, c'est pas grave. Hein. Non, mais on retient votre doute. Pour l'instant, tout le monde savait tout, quand même. On va voir si ça continue. On va voir si ça continue. 4e question. Quel indice réintègre les dividendes des entreprises qui le composent? Le DAX, le CAC 40 ou le S&P 500? C'est Jean-Louis. C'est Jean-Louis. Bah, tu l'as fait avant. Tu l'as fait avant. Ah bon? C'est Jean-Louis. Bah, tout le monde le sait, DAX. Effectivement, donc sur les indices, vous avez 2 manières de calculer l'indice. Soit vous réintégrez les dividendes qui sont détachés par les composantes de l'indice. Dans ces cas-là, on parle d'un indice qui est total return. Ou alors, vous choisissez de détacher les dividendes qui sont détachés par les actions qui composent l'indice, comme on a sur le CAC 40 ou sur le S&P. À savoir quand même que tous les indices qui sont price return, donc sans dividendes, ont aussi en général une version total return qui calcule leur cours avec réintégration des dividendes pour pouvoir comparer plus facilement des indices les uns les autres. On ajoutera que le DAX fait figure d'exception. Oui, exactement. Oui, C'est ce que j'allais dire. C'est que quand on compare la performance du DAX et du CAC, on n'a pas à rougir, même si le DAX est bien au-dessus, parce qu'il y a une réintégration de tous les dividendes depuis quand vous intégrez des dividendes, en fait, vous faites l'indice d'un portefeuille. À 3% par an pendant 30 ans, un portefeuille a les dividendes, et donc le DAX, c'est le portefeuille. Le CAC 40, c'est la richesse représentée par la société, donc les sociétés. Donc quand elles distribuent, cette richesse sort de la société pour aller vers l'actionnaire. Donc c'est normal que le CAC 40, enfin que les indices de marché, pour pouvoir comparer le présent avec le passé, notamment faire des analyses graphiques, il ne faut pas tenir compte de l'intégration des dividendes, sinon... Donc quand on fait une analyse technique sur le DAX, on prend un DAX il faut savoir différent. la faire. Oui, parce que c'est pas évident. Vous prenez un DAX netté des dividendes. Il faut savoir la faire. En fait, non, mais c'est plus compliqué. Oui, mais c'est plus compliqué. Sachant que ça. qu'en plus, dans la réintégration des dividendes, il y a aussi une question supplémentaire de savoir si on prend un taux de fiscalité de rétention du dividende ou pas. Donc attention quand on compare les indices, il y a quelques subtilités à avoir en tête. Dernière question. 1 point pour Jean-Louis, 1 point pour Dorian, 2 points pour Marc. Question décisive. Quelle est la fréquence de calcul du CAC 40 1 seconde, 15 secondes ou 30 secondes? C'est Jean-Louis. Alors, c'est pas le calcul. Il n'a pas la réponse. Si, c'est la publication. Parce que ce que vous voulez dire, c'est 15 secondes. Oui. Parce que c'est la publication, en effet. Il est calculé en temps réel. Oui. Mais il est publié toutes les 15 secondes. Avant, c'était toutes les 30 secondes. C'était il y a 2 ans encore, ou plus que ça. Le temps passe un petit peu plus. Oui, peut-être. Donc, c'est une réponse correcte. Tout à fait. Bien sûr. Vous aviez quelque chose à ajouter, Léa? Parce qu'il nous a déjà tout Jean-Louis a expliqué. été parfaitement clair. Merci beaucoup, merci Léa, merci Dorian, merci Jean-Louis, merci Marc. Si vous aimez cette vidéo, vous pouvez le dire. Et nous vous donnons rendez-vous la prochaine fois, dans 15 jours j'imagine. À bientôt, merci beaucoup.